dit, je considère que ça avance pas. Un projet de loi qui touche au-delà de 200 000 personnes ne peut pas être adopté à toute vapeur. À un moment donné, il faut aller de l'avant. Le fait de le faire vendredi, bien là, c'est le cynisme total. Je souhaitais vraiment que le projet de loi suive son cours normalement. Il impose sa vision. Il n'y a aucune urgence objective, ce n'est que le bulldozer. Qu'on nous fasse des propositions qui vont donner des résultats. La politique que les libéraux ont toujours fait, c'est de bâillonner les oppositions. On a besoin d'agir. Voilà, ça vous donne une bonne idée du ton à l'Assemblée nationale. L'opposition ne digère pas le bâillon que le gouvernement va imposer demain pour faire adopter donc la loi 10 sur la réforme du système de santé. Mais Philippe Couillard soutient que le gouvernement n'avait pas le choix face au blocage du Parti québécois. Alors, c'est notre premier sujet ce soir. Il y en a plusieurs autres. Daniel, Tacha, Michel, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, cette loi, donc, sur ce projet de loi 10 sur les structures dans le système de santé, Michel, est-ce que c'était nécessaire d'imposer un bâillon? Un bâillon, est-ce que c'est pas en général quand il y a une urgence? Bien, c'est toujours ce qu'on dit, mais c'est rarement le cas. Il y a des vraies urgences, par exemple, pour mettre fin à un arrêt de travail dans le secteur public, alors que, par exemple, la santé des citoyens est menacée. Ça, c'est une vraie urgence. Mais perturber l'agenda politique d'un gouvernement et vouloir empêcher ça, c'est pas une urgence. On comprend que du point de vue du gouvernement, ça peut en être une. Mais c'est un instrument, par ailleurs, qui existe et que tous les partis utilisent. Là, ceux qui s'indignent aujourd'hui vont faire la même chose demain. Dans ce cas-ci, je pense que le débat était allé aussi loin qu'il pouvait aller de façon productive. Là, je pense qu'on arrivait à une impasse. Ce qui était mesquin, c'était de le faire à la veille d'un Conseil national du PQ, forcer les gens à se coucher à minuit, 1 heure du matin, puis être à Laval, à Québec, et être à Laval le lendemain. Ça manquait un peu de fair play. Mais si c'était pas vendredi, ça aurait été la semaine prochaine, et je pense pas qu'il y ait un gros scandale. Bon, on verra quels effets concrets cette réforme aura sur les usagers. Mais sur le plan politique, Daniel, est-ce que ça peut avoir un coût au niveau politique pour le gouvernement Couillard? Si elle échoue, oui, sûrement. Sauf que le système de santé du Québec est le 8e moins performant au Canada. Le Canada étant 18e au monde, vous imaginez un peu où il se situe. Ce système est paralysé depuis plusieurs années par les chapelles à l'intérieur du système, que ce soit les syndicats, que ce soit les médecins, généralistes ou spécialistes. Une infirmière qui a passé 25 ans dans le système me disait aujourd'hui, on ne peut même pas changer une poignée de porte sans demander la permission des syndicats et des médecins. Bref, la réforme est nécessaire. Est-ce que celle que propose Gaétan Barrette est la bonne? Je ne sais pas. Mon impression, je peux me tromper, mais mon impression, c'est que la population qui s'inquiète énormément de la qualité des services de santé au Québec est prête à donner au Dr Couillard et au Dr Barrette le bénéfice du doute. À tous ces médecins, donc, dans le gouvernement. Tacha? Oui, et je pense que l'urgence qui est ici, c'est l'urgence du gouvernement qui voit l'anniversaire, le premier anniversaire de son élection à s'approcher. Et on sait tous que les grandes réformes, les gouvernements veulent les faire pendant cette première année pour que la population puisse les digérer avant la prochaine élection qui serait dans environ 3 ans. Alors, pour cette raison, je pense que je rejoins Michel. Le débat a été très long et ne va pas changer la chose. Ça ne devient pas productif à ce stade-ci, alors que le gouvernement pense que c'est un prix politique moindre, imposer le bâillon, que de continuer avec le débat. Bon, Michel, on sait que la loi 10, c'est la première étape parce qu'évidemment, après ça, il y a le projet de loi 20 et on sait à quel point les médecins sont opposés à ce projet-là. Alors, c'est cette vraie bataille qui va s'amorcer, c'est celle sur les quotas de médecins que veut imposer Gaétan Barrette. Oui, exactement. Et d'ailleurs, si j'étais à la place de l'opposition, je réserverais mon indignation pour le projet 20 qui, lui, va être débattu de façon extrêmement hargneuse, je dirais. Mais les médecins ne partent pas nécessairement gagnants dans ce débat-là, même si, de façon générale, ils ont l'appui de l'opinion publique. Là, ils ont le fardeau de la preuve. Ils vont devoir expliquer comment ça se fait que plus on augmente le nombre de médecins, moins on a de services. Il va falloir expliquer pourquoi ils travaillent moins d'heures qu'en Ontario, pourquoi ils prennent en charge moins de patients en Ontario. Il y a peut-être des raisons qu'on ne connaît pas, mais pour le moment, la population qui a un cruel besoin de médecins de famille. Il y a quoi, le tiers des Québécois qui n'arrivent pas à s'en trouver un, qui cherchent pendant des années. C'est ce qu'on leur promet, justement. C'est ce qu'on leur promet, évidemment. Il faudra voir si ça fonctionne, mais pour le moment, je pense que c'est les médecins qui ont le fardeau de la preuve. Mais le débat va être très dur. Daniel? Oui, je suis entièrement d'accord avec Michel. Non seulement le débat va être très dur, mais les médecins n'accepteront
probablement aucune espèce de forme de changement à leur régime de travail. Il y avait un sondage il y a 1 an ou 2, il est peut-être périmé aujourd'hui, mais 1 an ou 2 où il disait dans l'ensemble du Canada, c'est au Québec où les médecins ont le plus l'intention de réduire leur charge de travail. 60 % d'entre eux avaient l'intention de réduire leur charge de travail. Doit-on leur reprocher? Non. Tout le monde a le droit à sa qualité de vie, a le droit de choisir la façon dont il veut vivre sa vie, mais quand vous êtes médecin, les attentes sont peut-être plus élevées que pour un autre ouvrier. Donc, ce débat sera difficile, d'autant plus que le ministre de la Santé, le docteur Barrett, n'agit pas toujours avec des gants blancs. Il a ce qu'on appelle une face à claque et ça va donner un débat extrêmement difficile, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais justement, Tacha, est-ce que Gaëtan Barrette peut réussir à entamer cette réforme sans l'appui des médecins? Bien, ça va être difficile. Écoute, pour répondre un peu au cas de l'Ontario, le gouvernement ici a coupé les salaires ou les paiements aux médecins de 2,65 % et les médecins ne sont pas contents. Justement, ils essayent de repousser et dire on va faire des actions pour essayer de trouver des emplois ailleurs, recommander à nos jeunes médecins de ne pas essentiellement rentrer dans le système ou rester dans le système ici. C'est la dernière nouvelle là-dessus. Alors, c'est sûr que les médecins, c'est un lobby très puissant et c'est aussi un groupe d'employés particulier et important pour la société. Alors, ils savent qu'ils ont un certain poids quand ça vient à la négociation. En tout cas, ici, chacun veut établir un rapport de force. En tout cas, les médecins veulent établir un rapport de force. On verra, il y a une bataille pour l'opinion publique là, qui se joue en ce moment. Je voudrais qu'on parle maintenant de ce débat sur l'intégrisme qui a été relancé au Québec avec l'affaire de l'imam Hamza Chaoui. On a entendu donc François Legault de la CAQ dire qu'il faut essayer d'empêcher les gens de prêcher ou d'enseigner des choses qui pourraient aller à l'encontre des valeurs québécoises. Daniel, est-ce que c'est réaliste d'un point de vue légal? Bien, on l'a vu tout à l'heure, on peut changer une charte des droits, mais une charte des droits et libertés, que ce soit celle du Québec ou du Canada, ce sont des documents extrêmement importants et ce sont parmi les meilleures chartes des droits et libertés au monde. Donc, on ne joue pas là-dedans comme on joue dans un livre de messe ou un autre bouquin inoffensif. C'est très important et on ne le fait pas parce que, bon, il y a quelque part un imam autoproclamé, dénoncé par sa propre communauté qui fait peur à tout le monde. Là où je rejoins François Legault, c'est qu'il est temps, et Gérard Bouchard l'a dit cet après-midi, les Québécois sont inquiets, très inquiets, et il est temps que le premier ministre passe à l'action et cesse de faire des déclarations, j'avais envie de dire farfelues, saugrenues, vous savez de quoi je parle. Tacha? Bien, écoute, la charte provinciale, c'est une loi. Ça peut être amendé, ça peut être changé, mais c'est absolument vrai, Daniel dit. On ne peut pas simplement changer ça parce qu'on a un cas en particulier. Et changer ça pour limiter la liberté d'expression, et certainement, ça va contre la charte. Une des valeurs québécoises, c'est la liberté d'expression. Je pense que c'est une surréaction sous le Code ou sous la charte québécoise ainsi que la charte canadienne. La liberté d'expression est protégée. Et si on n'aime pas ce que cet homme dit, qu'on le dise publiquement, qu'on écrive des éditoriaux, on fait des manifestations, on fait quoi que ce soit, mais malheureusement, il a le droit de dire ce qu'il veut dire. La liberté d'expression. Michel, quelle est l'intention de François Legault derrière tout ça? Est-ce que c'est de récupérer un débat là, de toute la question identitaire? Oui, je pense que c'est largement ça. Monsieur Legault, il a consulté sans doute, mais il doit bien se douter que son projet aurait de la difficulté à passer le test des tribunaux. Mais sur le plan politique, c'est très habile. Monsieur Legault veut repositionner son parti sur le plan identitaire. Ça fait partie de sa stratégie. Et il se rend bien compte qu'il a devant lui un gouvernement qui fuit ce débat-là comme la peste. On l'a vu encore cette semaine. C'était pas très courageux. Là. Le premier ministre s'est caché derrière le maire de Montréal après avoir dit la semaine dernière que l'intégrisme était un choix personnel. Là, il applaudit parce que on empêche l'imam d'avoir ses locaux. C'est pas très courageux. Et par ailleurs, le Parti québécois, lui, dans sa course, ils sont divisés sur les mesures à proposer. Alors, M. Legault, c'est le seul qui actuellement est assez confortable sur la patinoire. Alors, pour lui, c'est certainement une belle occasion. Bon, en terminant, quelque chose d'un peu plus ludique, il y a eu un sondage de la firme Abacus sur la perception du public, sur les qualités personnelles des chefs de parti à Ottawa, un sondage auprès de 1000 Canadiens. Alors pour eux,
Stephen Harper serait le mieux placé, par exemple, pour donner des conseils financiers à quelqu'un. C'est à Justin Trudeau qu'ils confierait leurs enfants pour une sortie au cinéma, donc pour faire du babysitting. Et Thomas Mulcair serait le plus enclin à leur prêter 100 $ s'ils avaient besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça, Tasha? Ludique, mais est-ce que c'est révélateur quand même? Ben, c'est révélateur en ce qui a trait, je pense, la perception de la personnalité de ces chefs-là. Et je pense que c'est correct. Écoute, c'est ce que le Parti conservateur dit aussi. On est les meilleurs gardiens de l'économie. C'est l'image que projettent ces chefs-là. Et je pense aussi le fait que M. Trudeau, on pense tous qu'il a une personnalité chaleureuse. On voit que dans les sondages, les conservateurs grimpent. Alors, dans une situation où la sécurité, les grandes questions comme cela sont de l'avant, peut-être cette personnalité de gardien n'est pas ce que les gens veulent autant. Oui. Les sondages, les conservateurs grimpent. Selon le dernier sondage Écosse, ils grimpent même au Québec. C'est intéressant. Daniel, est-ce que ça peut être significatif, ce genre de sondage, celui d'Abacus? Écoutez, est-ce que j'irai en camping sauvage avec Justin Trudeau? Non. J'ai horreur du camping. Est-ce que je le laisserai choisir un film au cinéma? Probablement plus que Stephen Harper. Écoutez, est-ce que c'est important? En politique, les impressions, c'est très important. Les impressions qu'on a d'un politicien, souvent erronées, jouent beaucoup. Rappelez-vous Jack Layton, qu'à un moment donné, les Québécois ne savaient plus pour qui voter. Ils ont trouvé là quelqu'un de souriant, de rassurant, avec qui ils pourraient passer du temps, avoir du fun, aller prendre une bière. Ça peut jouer. Dans un contexte de rigueur économique, de difficultés économiques, de sécurité, les gens voudront peut-être quelqu'un de plus ferme, de plus solide. Il y a 25 de Québécois qui sont prêts à voter pour les conservateurs dans le dernier sondage. Ça veut dire 20 sièges. C'est évident que c'est pas le cas. On va attendre de voir s'il y a une tendance avant de pavoiser. Mais il y a quelque chose de ce côté-là. Michel? Oui, mais je trouve ça révélateur, ce sondage-là. Écoutez, il y a deux grandes motivations qui portent un électeur, qui orientent le choix de l'électeur. On vote soit selon son cœur, soit selon sa raison. Et dans ce sondage-là, tous les énoncés qui s'adressent à la raison sont favorables à M. Harper. Tous ceux qui s'adressent au cœur sont favorables à M. Trudeau. Alors, eux, ils ont leur fonds de commerce. Mais M. Mulcair, lui, il est entre les deux. Il ne score ni d'un côté ni de l'autre. Alors, sur certains points, il se rapproche de M. Harper, mais... Oui, exactement. Mais si le débat se polarise et que les gens se disent, bon, mais lequel est pour le cœur et lequel est pour la raison, lui, il est nulle part. Bon, rapidement, à vous trois, est-ce que ça peut quand même donner le ton dans une campagne électorale? 10 secondes. Daniel? Bien, écoutez, il y a des publicités qui vont ressembler beaucoup à ce qu'on a vu dans ce sondage-là. Les libéraux vont dépeindre Justin Trudeau comme quelqu'un de léger avec qui vous pouvez aller au cinéma, mais il ne faut pas lui confier les rênes du parti. Stephen Harper comme celui qui peut vraiment diriger l'économie et vous sauver de tous les mauvais coups qui peuvent arriver. Alors oui, ça va servir. Ben, je trouve que M. Harper essaye de trouver un cœur. On a vu ça quand il a embrassé ses adversaires lors de la crise à Ottawa. Alors, on va voir peut-être un peu plus de chaleur qui vient de lui, je pense. Michel? Oui, bien, je pense que ça démontre bien où sont les forces et les faiblesses de chacun. Alors, dans ce sens-là, je pense que pour les gens qui auront à établir une stratégie électorale, c'est évidemment utile. Il y en a un de vous trois qui veut venir en camping sauvage avec moi? Jamais! Jamais! C'est pas toi, c'est le camping. Pas toi, Daniel, c'est le camping. Ah, d'accord. Merci de le préciser. Merci, Tasha. Merci, Daniel. Merci beaucoup, Michel. À la semaine prochaine. Et dimanche à 11h aux coulisses du pouvoir, Daniel Thibeault recevra le ministre québécois de la Santé, Gaétan Barrette, justement.